À 20h55 sur France 3, dans la bicyclette bleue, à l'aube du débarquement, Laetitia Casta pourra-t-elle se libérer de l'amour impossible qui la ronge? Découvrira-t-elle enfin qui est le mystérieux Georges Corafas? À 22h45, soir 3. Moi, les bonnes femmes, il faut pas qu'elles m'emmerdent. À 23h10, Valérie Caprisky, la gitane de Philippe de Broca, sème la zizanie dans la petite vie de Claude Brasseur. 20h55, la bicyclette bleue, 22h45, soir 3, 23h10, la gitane. Bonne soirée sur France 3. Vous êtes sur Euronews, le journal. Le Canada tire la sonnette d'alarme. L'épidémie de pneumopathie atypique semble incontrôlable. Des Américains en Irak, jusqu'à quand? Ahmed Chalabi parle de 2 ans. Des rumeurs font état de bases militaires permanentes. Élection présidentielle au Nigeria, le président sortant Obasanjo en passe d'être réélu. Et puis suspense dans le championnat espagnol, la Corogne maintient la pression sur le Real et la Sociedad. L'avancée de la pneumonie atypique au Canada n'a pas empêché les chrétiens de fêter le dimanche de Pâques. Hier, les églises ont accueilli de nombreux fidèles, comme ici à Toronto, dans la province de l'Ontario, la zone la plus touchée par la maladie. Alors ici, chacun prend ses précautions, on se lave les mains en pénétrant dans l'église. Depuis l'apparition du SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère, sur son territoire, le Canada n'en finit pas avec les mesures de précaution, mise en quarantaine, fermeture d'hôpitaux. Mais les autorités savent désormais que cela ne suffit pas. Le virus progresse encore et encore, de nouveaux foyers d'infection ont été signalés. La maladie se propage également chez les jeunes, alors que pour l'instant, la plupart des victimes avaient plus de 70 ans. Un scénario identique à celui de la Chine, où la situation est toujours très préoccupante, hors de contrôle. Pendant que le président Hu Jintao se rendait au chevet des malades, de nouveaux chiffres ont été communiqués, plus de 1800 cas et 79 décès. Signe d'importants manquements en matière de prévention et de communication, le ministre de la Santé et le maire de Pékin ont été démis de leurs fonctions. D'après les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, la pneumonie atypique a tué 185 personnes à travers le monde. Quand les Américains quitteront-ils l'Irak? Leur présence est de plus en plus contestée, les revendications politiques et religieuses montent en puissance et l'information donnée dimanche par le New York Times ne va rien arranger. Selon le quotidien, les États-Unis envisagent un accord militaire à long terme avec le nouveau gouvernement irakien qui lui donnerait un accès permanent à 4 bases militaires en Irak. Pour Ahmed Chalabi, l'une des figures de l'opposition irakienne, la présence militaire des États-Unis en Irak est nécessaire, au moins jusqu'à la tenue des premières élections démocratique, un processus, dit-il, qui devrait prendre au moins 2 ans. Aux États-Unis, certains responsables sont beaucoup moins optimistes et ne voient pas de gouvernement irakien avant 5 ans. Jay Garner a donc du pain sur la planche. L'administrateur provisoire en charge de la reconstruction de l'Irak est attendu ce lundi à Bagdad. La société civile irakienne attend beaucoup de lui pour restaurer l'ordre et la sécurité. C'est donc une étape cruciale qui commence aujourd'hui en Irak. Dans la famille Trèfle, je voudrais le 9. Jamal Mustafa Sultan Al-Tikriti s'est rendu, c'est ce qu'a annoncé l'opposition irakienne. Il a quitté la Syrie où il avait trouvé refuge ces derniers jours. Damas pourrait l'avoir poussé vers la frontière. Cet homme est le dernier gendre encore en vie de Saddam Hussein. Autre carte abattue dans le fameux jeu américain, le 4 de cœur. Omam Abdel Khaled Abdel Ghafour a été capturé par les forces de la coalition américano-britannique, on ne sait pas où ni quand. Une arrestation importante puisqu'il était le ministre des Sciences et de la Recherche de Saddam Hussein. Il sera sans doute interrogé sur les toujours introuvables armes irakiennes de destruction massive. Après de nombreuses mises en garde contre Damas, le président George Bush voit des signes positifs de coopération syrienne. Dès après la célébration de la messe pascale qu'il a suivie dans sa paroisse texane, le président américain a déclaré que la libération de l'Irak allait faire du monde un endroit plus pacifique et que les États-Unis, forts de leur puissance, contribueraient encore davantage à la paix dans le monde. Concernant la Syrie, George Bush a déclaré qu'ils avaient compris le message.
Washington accuse notamment la Syrie de soutenir le terrorisme international, d'abriter d'anciens officiels du régime de Saddam Hussein et de détenir des armes de destruction massive. Lors d'un entretien avec une délégation du Congrès américain, le président syrien Bachar el-Assad s'est voulu rassurant et a affirmé que la Syrie ne donnera refuge à aucun criminel de guerre irakien réclamé par les États-Unis. Après ces déclarations apaisantes, autre gage de bonne volonté et de décrispation, la visite hier du président égyptien en Syrie, Hosni Moubarak, a été accueilli par son homologue Bachar el-Assad. L'Égypte, qui entretient de bonnes relations avec les États-Unis, contribuera sans doute à désamorcer définitivement les tensions entre Damas et Washington. La situation en Irak était bien sûr au cœur des discussions entre les deux hommes, mais pas seulement. Le Proche-Orient a été largement évoqué, notamment la feuille de route pour la paix, les réformes palestiniennes et le nouveau gouvernement actuellement mis en place par l'autorité palestinienne. Des dizaines de milliers de Palestiniens scandent à Rafah leur colère. Ils enterrent 5 des leurs, tués dans la nuit de samedi à dimanche lors d'une incursion israélienne dans un camp de réfugiés de Rafah. Mais la tension n'est pas seulement dans la rue. Le torchon brûle entre le premier ministre palestinien, Abou Mazen, et le président de l'autorité palestinienne, Yasser Arafat. À 3 jours de l'expiration du délai pour former son gouvernement, Abou Mazen a menacé de démissionner s'il n'obtenait pas au ministère de l'Intérieur un homme de son entourage. Il s'est prononcé pour une démilitarisation de l'intifada qui ouvrirait à la reprise du dialogue avec Israël. Pour l'instant, tout se passe à coups de roquettes et de grenades côté palestinien, de chars et d'incursions côté israélien. Le bilan est lourd, 5 Palestiniens tués, une quarantaine d'autres blessés, un soldat israélien est mort. À Naplouse, en Cisjordanie, un adolescent palestinien de 16 ans a été tué par des soldats israéliens alors qu'il lançait des bouteilles incendiaires sur des voitures. Les forces israéliennes ont pénétré dans le camp avec 35 chars, l'une des plus importantes incursions depuis 30 mois. Elles disent avoir trouvé 2 tunnels par lesquels transitaient des armes et des explosifs en provenance d'Égypte. Les résultats définitifs ne sont pas encore connus que déjà les partisans d'Olusegun Obasanjo crient victoire. Le premier président du Nigeria depuis la fin du régime militaire en 1999 devrait être reconduit pour un 2e mandat. C'est en tout cas ce que disent les résultats partiels du scrutin présidentiel de samedi. Pour l'instant, alors qu'un 6e des bulletins a été dépouillé, Obasanjo est largement en avance sur ses 19 adversaires avec près de 75% des voix. Des résultats à prendre avec précaution, bien sûr parce qu'il reste encore beaucoup d'urnes à ouvrir, mais aussi parce que les observateurs internationaux ont fait état d'irrégularités dans l'instable région du Sud-Est. Cette femme, membre de l'organisation, explique qu'il y a eu certes quelques problèmes de fraude, mais rien de bien grave, dit-elle. Autre fléau récurrent lors des scrutins au Nigeria, la violence. Ce week-end, elle a été moins intense que prévu, même si hier, 6 partisans de l'opposition ont été assassinés. Une journée électorale relativement calme donc dans le pays le plus peuplé d'Afrique, mais les autorités restent très prudentes. La violence pourrait ressurgir lors de l'annonce des résultats définitifs demain ou mercredi. En bref, l'extrême droite allemande célèbre l'anniversaire de la naissance d'Adolf Hitler. Environ 150 personnes ont défilé hier à Weimar. C'est beaucoup moins que les 2000 attendus par les organisateurs. Un important dispositif policier a tenu à l'écart les militants antifascistes qui s'étaient rassemblés pour une contre-manifestation. Il y a eu quelques arrestations, mais pas d'incidents. À un mois des élections municipales en Espagne, le parti nationaliste basque fait monter la pression et le président du PNV, Xavier Salos, n'y va pas par 4 chemins en annonçant que les Basques sont presque en guerre contre Madrid. Il rejette le plan de libre association du Pays basque espagnol à l'Espagne promu par José Ibarretxe, le chef du gouvernement régional basque, un plan qualifié d'obstacle à l'indépendance. Et puis Nicolas Sarkozy relance le débat sur le foulard islamique à l'école. Le ministre français de l'Intérieur relance par là même une polémique vieille de 15 ans. Lors du rassemblement annuel de l'Union des organisations islamiques, il s'est fait huer par les tenants d'un islam identitaire, mais il s'est fait applaudir par les féministes. La
basilique Saint-Pierre sous les yeux de tous les chrétiens du monde. En ce dimanche de Pâques, des dizaines de milliers de fidèles se sont rassemblés au Vatican pour assister à la grande messe pascale célébrée par Jean-Paul II qui commémore la résurrection du Christ. Depuis vendredi, le pape a montré une détermination à toute épreuve, surtout quand il évoquait les malheurs de la guerre. Juste avant de donner sa bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde, hier sur la place Saint-Pierre devant une foule défiant la pluie, Jean-Paul II a de nouveau affirmé son attachement à la paix dans le monde. Le Saint-Père, qui fêtera le 18 mai son 83e anniversaire, est toujours très malade, mais il semble avoir retrouvé une relative bonne forme. Jean-Paul II se rendra dans les prochains mois en Espagne, en Croatie, en Bosnie et en Slovaquie. On parle même d'un voyage en Mongolie. Et maintenant, place au sport sur Euronews. Le Real tenu en échec dans le Classico, la Corogne n'a pas manqué l'occasion de recoller au basque de son rival pour le titre en recevant le FC Séville. L'intenable Mackay donne le tournis à la défense andalouse et sert sur un plateau victor. 4 minutes plus tard, le buteur néerlandais se charge de transformer un pénalty pour le 2-0. Les Sévillans vont certes revenir au score, Freddy offrant un caviar à Antonito. Mais le Super Déport possède en Mackay un formidable goléador, le Pichichi actuel de la Liga. Parti à la limite du hors-jeu, il inscrit son 24e but en championnat, son 33e de la saison, score final 3-1 pour les Galiciens. Les autres résultats de Liga avec 2 succès à l'extérieur pour Malaga et Vigo, les 2 buts du Celta étant inscrits par l'Égyptien Mido. Bilbao menait 3-0 à Barcelone, mais l'Espagnol a su trouver les ressources nécessaires pour égaliser. Le Racing Santander a battu Huelva, match nul entre le Betis et l'Atlético. Enfin, le carton du jour pour la Real Sociedad de Reynaldo avec 5-0. Bonne opération pour les Basques qui suivent le rythme imposé par le Real Madrid et la Corogne. À noter également la 4e place abandonnée au Celta par Valence. Rien ne va plus pour le Bayer Leverkusen en Bundesliga. Les vice-champions d'Europe continuent leur descente en enfer, battus par Schalke 04 sur des buts de Böhme et Besante à Samoa. Borum a pour sa part dominé Stuttgart, pourtant 2e à 11 points du Bayern de Munich. Hachemian par 2 fois et Christiansen ont été les bourreaux du club entraîné par Félix Magath. Lens-Marseille, match décalé de la 34e journée de Ligue 1. Les supporters phocéens se sont déplacés en nombre dans le Nord pour assister au 7e succès de l'OM hors de ses bases. C'est le jeune russe Dimitri Sitchov qui obtient un pénalty à la 33e minute, fauché par Daouda Jabi. Franck Leboeuf, de retour de blessure, en profite pour inscrire son 2e but de la saison, trompant Charlie Tangier. Succès de l'OM, 1-0. Dans l'autre rencontre de Ligue 1, Monaco a logiquement dominé Strasbourg 2-0, des buts de Perchaud et de l'inévitable Chabani Nonda. Après le nul de Lyon samedi, Monaco reprend la tête du championnat à la différence de but. Marseille en profite pour revenir à 2 points des leaders. Un seul match au programme du championnat de Russie. Le Rotor Volgograd s'est largement imposé sur le terrain du Torpedo Moscou 3-0. Le Rotor remporte ainsi son premier succès de la saison et remonte à la 13e place d'un classement toujours dominé par le CSKA. Le regard noir, longtemps prostré dans sa Ferrari, Michael Schumacher a respecté jusqu'au bout ses engagements professionnels. Mais une fois son travail accompli, le champion allemand s'est retiré. Dans la nuit précédant le Grand Prix de Saint-Marin, Schumi a perdu sa mère. Jean Todt le souligna lors de la conférence d'après-course. C'est en champion que l'aîné des frères Schumacher s'est conduit au cours de ce dimanche pascal endeuillé, exprimant des qualités humaines à la hauteur de son talent de pilote. He shows what he is as a man, and it's maybe the most important today.
À peine revenus de Cologne, les frères Schumacher se sont élancés côte à côte, la mort dans l'âme, sur la première ligne du circuit d'Imola. Mais dès l'extinction des feux, la compétition a repris le dessus et Ralf, dès le premier virage, a surpris Michael, pourtant parti en pôle. Le frère cadet des Schumacher a alors dominé le début du Grand Prix, gardant la tête du premier au 15e tour. Tout s'est ensuite joué au stand, le chassé croisé entre la Ferrari de Michael et la Williams de Ralf, profitant au quintuple champion du monde. Derrière son coéquipier Rubens Barrichello a lui été le grand perdant de ses pit-stops, perdant énormément de temps. Rétrogradé à la 4e place, le Brésilien a ensuite profité de la puissance de sa F2002 pour surprendre Ralf et remonter sur le podium. Résultat, Ferrari signe son grand retour en plaçant ses 2 voitures parmi les 3 premières. Seul Räikkönen s'intercalant entre les 2 coéquipiers. Une belle revanche pour toute une équipe, un bel hommage aussi de la part de Schumi. Au classement de ce Grand Prix de Saint-Marin, Michael Schumacher devance donc Kimi Räikkönen et Rubens Barrichello. Ralf Schumacher est 4e. 5e place pour David Coulthard, juste devant Fernando Alonso et sa Renault. Au championnat du monde, l'Allemand reprend d'ailleurs la 3e place au jeune Espagnol. Le classement est toujours dominé par Kimi Räikkönen devant son coéquipier David Coulthard. Enfin, le classement des constructeurs, McLaren marque 12 nouveaux points contre 16 à Ferrari. La Scuderia revient ainsi à 19 longueurs des flèches d'argent. Renault reste sur le podium alors que Williams semble revenir en force. Ferrero Rocher d'Or, l'Espagnol s'est imposé pour la 2e fois consécutive à Monte-Carlo, une performance inédite depuis 7 ans et le doublé de l'Autrichien Thomas Muster. Dimanche sur le central monégasque, le roi Juan Carlos a surclassé l'Argentin Guillermo Correa. Ferrero n'a même pas laissé le temps au tombeur de Moya d'espérer rééditer pareil exploit en finale. L'Espagnol a remporté le premier set 6-2. Et c'est sur ce même score que le Valencien a conclu son match en un peu plus d'1 heure. Obnubilé par Roland Garros, le finaliste 2002 des internationaux de France a fait le plein de confiance avant de prendre sa revanche dans quelques semaines. L'Amstel Gold Race pour Alexandre Vinokourov. Le Kazakh des Deutsche Telekom a remporté dimanche la 4e épreuve de la Coupe du Monde entre Maastricht et Valkenburg aux Pays-Bas. Une surprise au vu des grands noms au départ de cette classique. Ainsi, on attendait plus de Michael Bogert, Lance Armstrong ou Francesco Casagrande. Mais l'attaque de Vinokourov à 5 km de l'arrivée s'est avérée décisive. Bogert et Armstrong se trouvant piégés dans le peloton. Et malgré une dernière ascension du Kauberg laborieuse, Vinokourov a finalement résisté au retour de Bogert et Di Luca. Il franchit la ligne d'arrivée quelques mètres seulement devant le Hollandais et l'Italien. Le Kazakh réussit ainsi le doublé Paris-Nice Gold Race, qui n'était plus arrivé depuis 1999, et un certain Michael Bogert. Au classement de la Coupe du Monde, Peter Van Petegem conserve son maillot blanc de leader, une semaine avant la classique des classiques Liège-Bastogne-Liège. En Espagne se terminait le Tour d'Aragon et pour la 3e fois en 4 ans, Leonardo Piepoli, l'Italien des Ibanesto.com, s'est imposé. Natif de la Chaux-de-Fonds en Suisse, Piepoli est un spécialiste des Vuelta espagnoles, avec des succès autour des Asturies 2002, celui de Burgos en 2000 et celui de Castille en 99. Il portait le maillot jaune depuis la première étape, la seule de montagne. Alessandro Petacchi dépasse à Bortolo à lui remporter la dernière étape, sa 3e de la semaine. Un Suédois succède à un autre à l'Open d'Algarve. Fredrik Jakobsson inscrit son nom au palmarès du tournoi portugais un an après son compatriote Karl Peterson. Jakobsson décroche ainsi sa 2e victoire de la saison après son succès fin novembre à Hong Kong. La belle histoire du Scandinave ne s'arrête pas là. Il effectuait dans le Val des Lobos son retour à la compétition après une blessure au poignet qu'il avait tenu 10 semaines loin des greens. Jakobsson s'est imposé grâce à une carte de 283, soit un coup de mieux qu'un trio de Britanniques, composé de Dredge, Davis et Donaldson. Et dire qu'au 2e tour, il avait rendu une carte de seulement 76. Economia vous a été présenté par Europage, l'annuaire européen des affaires. À présent, l'évolution des marchés internationaux. D'abord, l'évolution boursière des 7 derniers jours.
Maintenant, les derniers taux de change. Pour finir, les prix des principales matières premières. Economia vous a été présenté par Europage, l'annuaire européen des affaires. Un grand chelem en Angleterre. Un grand chelem en France. Un grand chelem en Australie. Un autre grand chelem vous est présenté par Kia. Et voici le rappel des principaux titres de l'actualité. De nouveaux foyers d'infection au Canada, les autorités sont pessimistes, l'épidémie de pneumopathie atypique semble incontrôlable. La présence des troupes américaines en Irak en question, Ahmed Chalabi souhaite qu'elle reste encore 2 ans. Jay Garner, l'administrateur provisoire du pays, est attendu aujourd'hui à Bagdad. Et puis élection présidentielle au Nigeria, le président sortant Obasanjo est en passe d'être réélu. Tout de suite, un coup d'œil à vos journaux européens. La pneumopathie atypique pourrait bien devenir le Tchernobyl chinois, annonce le Times. Le quotidien britannique justifie cette comparaison par le retard de la prise en considération du phénomène par Pékin, sa minimisation, le culte du secret et ses conséquences pour le monde entier. Les similitudes sont nombreuses. Le Portugal n'est pas malade de la pneumonie atypique, mais plutôt de ses valeurs, explique l'éditorial du Diario de Noticias. Divorce en hausse, alcool, drogue, antidépresseurs. Ainsi, la moitié des mariages célébrés l'année dernière au Portugal se sont terminés en divorce. Cette crise est telle qu'une campagne contre le pessimisme et le désespoir démarre aujourd'hui au Portugal. À un mois des élections municipales en Espagne, le parti nationaliste basque fait monter la pression et le président du PNV, Xavier Arsaluz, n'y va pas par 4 chemins en annonçant que les Basques sont presque en guerre contre Madrid. Une radicalisation du discours des nationalistes à la une de tous les journaux espagnols, dont El País. L'Union européenne devient généreuse, titre le quotidien russe Izvestia. Dès le 1er juillet prochain, l'Italie prend la présidence tournante de l'Union et Silvio Berlusconi promet de beaux cadeaux. Dans le cadre d'un rapprochement durable entre la Russie et l'Europe, le chef du Conseil italien travaillerait sur la suppression des visas pour tous les citoyens russes en visite en Europe. Et puis nouvelle polémique en France autour du port du foulard islamique à l'école. Sarkozy met les pieds dans le voile, titre Libération, qui revient sur les sifflets qui ont suivi les déclarations du ministre français de l'Intérieur sur l'obligation de chaque Française de figurer tête nue sur les photographies officielles. Le quotidien français appelle à redonner un contenu législatif à cette laïcité. Et c'est tout pour la revue de presse. Bon lundi à tous. Tous les jours sur Euronews. L'actualité évolue, nous aussi. Retrouvez les toutes dernières images en provenance d'Europe et du monde entier. Les événements comme ils évoluent. Toutes les demi-heures, les derniers développements de l'actualité. Les dernières images sur Euronews. Et maintenant, les rendez-vous culturels en Europe.
la météo avec Somfy. Moteur et automatisme pour les ouvertures de la maison. Et maintenant, un coup d'œil à la météo en Europe. Voici d'abord les prévisions pour les 24 heures à venir sur l'ensemble de l'Europe et du bassin méditerranéen. Voyons maintenant les prévisions pays par pays cet après-midi. On commence avec la France, la Belgique et les Pays-Bas. Voici ce qui vous attend au cours de la journée. Et les températures dans quelques-unes des principales villes, parmi lesquelles Amsterdam, Bruxelles et Paris. La situation plus au nord sur la Grande-Bretagne et l'Irlande et l'évolution au cours de la journée. Les températures à Londres, Dublin et quelques autres villes. Les prévisions pour la Scandinavie. Et les températures dans quelques-unes des principales villes de cette région pour les heures qui viennent. Voici à présent les dernières prévisions pour l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche. Et les températures dans les principales villes, notamment Vienne et Berlin. On continue avec l'Europe centrale et orientale. La situation aujourd'hui. Et voici les températures attendues en milieu d'après-midi. À présent, descendons plus au sud avec les prévisions pour la Grèce, la Turquie et l'est du bassin méditerranéen. L'évolution météo en Italie et dans les Balkans pour le reste de la journée. Les températures à Rome et dans d'autres grandes villes. Et voici pour finir les prévisions pour l'Espagne, le Portugal et l'Afrique du Nord. L'évolution en milieu d'après-midi. Et les températures dans les principales villes. Et si vous voulez plus de précisions pour votre région d'Europe, consultez notre site internet euronews.net. C'était la météo avec Somfy. Moteur et automatisme pour les ouvertures de la maison. Ce que les dirigeants d'entreprise aiment le plus au monde, c'est que tout soit synchronisé. Dès que les commandes arrivent, les produits sortent. Dès que les produits sortent, les matières premières rentrent. Ils aiment les systèmes de distribution sur lesquels ils peuvent régler leur monde. Car une chaîne d'approvisionnement synchronisée laisse du temps pour réfléchir au développement de l'entreprise à l'heure du déjeuner. UPS, le monde des affaires synchronisées. Vous êtes sur Euronews, le journal. Le Canada tire la sonnette d'alarme. L'épidémie de pneumopathie atypique semble incontrôlable. Des Américains en Irak, jusqu'à quand? Ahmed Chalabi parle de 2 ans. Des rumeurs font état de bases militaires permanentes. Élection présidentielle au Nigeria. Le président sortant, Obasanjo, en passe d'être réélu. Et puis suspense dans le championnat espagnol, la Corogne maintient la pression sur le Real et la Sociedad. L'avancée de la pneumonie atypique au Canada n'a pas empêché les chrétiens de fêter le dimanche de Pâques. Hier, les églises ont accueilli de nombreux fidèles, comme ici à Toronto, dans la province de l'Ontario, la zone la plus touchée par la maladie.
Alors ici, chacun prend ses précautions, on se lave les mains en pénétrant dans l'église. Depuis l'apparition du SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère, sur son territoire, le Canada n'en finit pas avec les mesures de précaution, mise en quarantaine, fermeture d'hôpitaux. Mais les autorités savent désormais que cela ne suffit pas. Le virus progresse encore et encore. De nouveaux foyers d'infection ont été signalés. La maladie se propage également chez les jeunes, alors que pour l'instant, la plupart des victimes avaient plus de 70 ans. Un scénario identique à celui de la Chine, où la situation est toujours très préoccupante, hors de contrôle. Pendant que le président Hu Jintao se rendait au chevet des malades, de nouveaux chiffres ont été communiqués. Plus de 1800 cas et 79 décès. Signe d'importants manquements en matière de prévention et de communication, le ministre de la Santé et le maire de Pékin ont été démis de leurs fonctions. D'après les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, la pneumonie atypique a tué 185 personnes à travers le monde. Quand les Américains quitteront-ils l'Irak? Leur présence est de plus en plus contestée, les revendications politiques et religieuses montent en puissance et l'information donnée dimanche par le New York Times ne va rien arranger. Selon le quotidien, les États-Unis envisagent un accord militaire à long terme avec le nouveau gouvernement irakien qui lui donnerait un accès permanent à 4 bases militaires en Irak. Pour Ahmed Chalabi, l'une des figures de l'opposition irakienne, la présence militaire des États-Unis en Irak est nécessaire, au moins jusqu'à la tenue des premières élections démocratique, un processus, dit-il, qui devrait prendre au moins 2 ans. Aux États-Unis, certains responsables sont beaucoup moins optimistes et ne voient pas de gouvernement irakien avant 5 ans. Jay Garner a donc du pain sur la planche. L'administrateur provisoire en charge de la reconstruction de l'Irak est attendu ce lundi à Bagdad. La société civile irakienne attend beaucoup de lui pour restaurer l'ordre et la sécurité. C'est donc une étape cruciale qui commence aujourd'hui en Irak. Dans la famille Trèfle, je voudrais le 9. Jamal Mustafa Sultan Al-Tikriti s'est rendu, c'est ce qu'a annoncé l'opposition irakienne. Il a quitté la Syrie où il avait trouvé refuge ces derniers jours. Damas pourrait l'avoir poussé vers la frontière. Cet homme est le dernier gendre encore en vie de Saddam Hussein. Autre carte abattue, dont le fameux jeu américain, le 4 de cœur. Omam Abdel Khaled Abdel Ghafour a été capturé par les forces de la coalition américano-britannique, on ne sait pas où ni quand. Une arrestation importante puisqu'il était le ministre des Sciences et de la Recherche de Saddam Hussein. Il sera sans doute interrogé sur les toujours introuvables armes irakiennes de destruction massive. Après de nombreuses mises en garde contre Damas, le président George Bush voit des signes positifs de coopération syrienne. Dès après la célébration de la messe pascale qu'il a suivie dans sa paroisse texane, le président américain a déclaré que la libération de l'Irak allait faire du monde un endroit plus pacifique et que les États-Unis, forts de leur puissance, contribueraient encore davantage à la paix dans le monde. Concernant la Syrie, George Bush a déclaré qu'ils avaient compris le message. Washington accuse notamment la Syrie de soutenir le terrorisme international, d'abriter d'anciens officiels du régime de Saddam Hussein et de détenir des armes de destruction massive. Lors d'un entretien avec une délégation du Congrès américain, le président syrien Bachar el-Assad s'est voulu rassurant et a affirmé que la Syrie ne donnera refuge à aucun criminel de guerre irakien réclamé par les États-Unis. Après ces déclarations apaisantes, autre gage de bonne volonté et de décrispation, la visite hier du président égyptien en Syrie. Hosni Moubarak a été accueilli par son homologue Bachar el-Assad. L'Égypte, qui entretient de bonnes relations avec les États-Unis, contribuera sans doute à désamorcer définitivement les tensions entre Damas et Washington. La situation en Irak était bien sûr au cœur des discussions entre les deux hommes, mais pas seulement. Le Proche-Orient a été largement évoqué, notamment la feuille de route pour la paix, les réformes palestiniennes et le nouveau gouvernement actuellement mis en place par l'autorité palestinienne. Des dizaines de milliers de Palestiniens scandent à Rafah leur colère. Ils enterrent 5 des leurs, tués dans la nuit de samedi à dimanche lors d'une incursion israélienne dans un camp de réfugiés de Rafah.
Mais la tension n'est pas seulement dans la rue. Le torchon brûle entre le Premier ministre palestinien, Abou Mazen, et le président de l'autorité palestinienne, Yasser Arafat. À 3 jours de l'expiration du délai pour former son gouvernement, Abou Mazen a menacé de démissionner s'il n'obtenait pas au ministère de l'Intérieur un homme de son entourage. Il s'est prononcé pour une démilitarisation de l'intifada qui ouvrirait à la reprise du dialogue avec Israël. Pour l'instant, tout se passe à coups de roquettes et de grenades côté palestinien, de chars et d'incursions côté israélien. Le bilan est lourd, 5 Palestiniens tués, une quarantaine d'autres blessés, un soldat israélien est mort. À Naplouse, en Cisjordanie, un adolescent palestinien de 16 ans a été tué par des soldats israéliens alors qu'il lançait des bouteilles incendiaires sur des voitures. Les forces israéliennes ont pénétré dans le camp avec 35 chars, l'une des plus importantes incursions depuis 30 mois. Elles disent avoir trouvé 2 tunnels par lesquels transitaient des armes et des explosifs en provenance d'Égypte. Les résultats définitifs ne sont pas encore connus que déjà les partisans d'Olusegun Obasanjo crient victoire. Le premier président du Nigeria depuis la fin du régime militaire en 1999 devrait être reconduit pour un 2e mandat. C'est en tout cas ce que disent les résultats partiels du scrutin présidentiel de samedi. Pour l'instant, alors qu'un 6e des bulletins a été dépouillé, Obasanjo est largement en avance sur ses 19 adversaires avec près de 75% des voix. Des résultats à prendre avec précaution, bien sûr parce qu'il reste encore beaucoup d'urnes à ouvrir, mais aussi parce que les observateurs internationaux ont fait état d'irrégularités dans l'instable région du Sud-Est. Cette femme, membre de l'organisation, explique qu'il y a eu certes quelques problèmes de fraude, mais rien de bien grave, dit-elle. Autre fléau récurrent lors des scrutins au Nigeria, la violence. Ce week-end, elle a été moins intense que prévu, même si hier, 6 partisans de l'opposition ont été assassinés. Une journée électorale relativement calme donc dans le pays le plus peuplé d'Afrique, mais les autorités restent très prudentes. La violence pourrait ressurgir lors de l'annonce des résultats définitifs demain ou mercredi. En bref, l'extrême droite allemande célèbre l'anniversaire de la naissance d'Adolf Hitler. Environ 150 personnes ont défilé hier à Weimar. C'est beaucoup moins que les 2000 attendus par les organisateurs. Un important dispositif policier a tenu à l'écart les militants antifascistes qui s'étaient rassemblés pour une contre-manifestation. Il y a eu quelques arrestations, mais pas d'incidents. À un mois des élections municipales en Espagne, le parti nationaliste basque fait monter la pression et le président du PNV, Xavier Salus, n'y va pas par 4 chemins en annonçant que les Basques sont presque en guerre contre Madrid. Il rejette le plan de libre association du Pays basque espagnol à l'Espagne promu par José Ibarretxe, le chef du gouvernement régional basque, un plan qualifié d'obstacle à l'indépendance. Et puis Nicolas Sarkozy relance le débat sur le foulard islamique à l'école. Le ministre français de l'Intérieur relance par là même une polémique vieille de 15 ans. Lors du rassemblement annuel de l'Union des organisations islamiques, il s'est fait huer par les tenants d'un islam identitaire, mais il s'est fait applaudir par les féministes. La basilique Saint-Pierre sous les yeux de tous les chrétiens du monde. En ce dimanche de Pâques, des dizaines de milliers de fidèles se sont rassemblés au Vatican pour assister à la grande messe pascale célébrée par Jean-Paul II qui commémore la résurrection du Christ. Depuis vendredi, le pape a montré une détermination à toute épreuve, surtout quand il évoquait les malheurs de la guerre. Juste avant de donner sa bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde, hier sur la place Saint-Pierre devant une foule défiant la pluie, Jean-Paul II a de nouveau affirmé son attachement à la paix dans le monde. Le Saint-Père, qui fêtera le 18 mai son 83e anniversaire, est toujours très malade, mais il semble avoir retrouvé une relative bonne forme. Jean-Paul II se rendra dans les prochains mois en Espagne, en Croatie, en Bosnie et en Slovaquie. On parle même d'un voyage en Mongolie. Et maintenant, place au sport sur Euronews. Le Real tenu en échec dans le Classico, la Corogne n'a pas manqué l'occasion de recoller au basque de son rival pour le titre en recevant le FC Séville. L'intenable Mackay donne le tournis à la défense andalouse et sert sur un plateau Victor.
4 minutes plus tard, le buteur néerlandais se charge de transformer un pénalty pour le 2-0. Les Sévillans vont certes revenir au score, Freddy offrant un caviar à Antonito. Mais le Super Déport possède en Macaille un formidable goléador, le Pichichi actuel de la Liga. Parti à la limite du hors-jeu, il inscrit son 24e but en championnat, son 33e de la saison, score final 3-1 pour les Galiciens. Les autres résultats de Liga avec 2 succès à l'extérieur pour Malaga et Vigo, les 2 buts du Celta étant inscrits par l'Égyptien Mido. Bilbao menait 3-0 à Barcelone, mais l'Espagnol a su trouver les ressources nécessaires pour égaliser. Le Racing Santander a battu Huelva, match nul entre le Betis et l'Atlético. Enfin, le carton du jour pour la Real Sociedad de Reynaldo avec 5-0. Bonne opération pour les Basques qui suivent le rythme imposé par le Real Madrid et la Corogne. À noter également la 4e place abandonnée au Celta par Valence. Rien ne va plus pour le Bayer Leverkusen en Bundesliga. Les vice-champions d'Europe continuent leur descente en enfer, battus par Schalke 04 sur des buts de Böhme et Bessante à Samoa. Borum a pour sa part dominé Stuttgart, pourtant 2e à 11 points du Bayern de Munich. Hachemian par 2 fois et Christiansen ont été les bourreaux du club entraîné par Félix Magath. Lens-Marseille, match décalé de la 34e journée de Ligue 1. Les supporters phocéens se sont déplacés en nombre dans le Nord pour assister au 7e succès de l'OM hors de ses bases. C'est le jeune russe Dimitri Sitchov qui obtient un pénalty à la 33e minute, fauché par Daoud Ajabi. Franck Leboeuf, de retour de blessure, en profite pour inscrire son 2e but de la saison, trompant Charlie Tangier. Succès de l'OM, 1-0. Dans l'autre rencontre de Ligue 1, Monaco a logiquement dominé Strasbourg 2-0, des buts de Perchaud et de l'inévitable Chabani Nonda. Après le nul de Lyon samedi, Monaco reprend la tête du championnat à la différence de buts. Marseille en profite pour revenir à 2 points des leaders. Un seul match au programme du championnat de Russie. Le Rotor Volgograd s'est largement imposé sur le terrain du Torpedo Moscou, 3-0. Le Rotor remporte ainsi son premier succès de la saison et remonte à la 13e place d'un classement toujours dominé par le CSKA. Le regard noir, longtemps prostré dans sa Ferrari, Michael Schumacher a respecté jusqu'au bout ses engagements professionnels. Mais une fois son travail accompli, le champion allemand s'est retiré. Dans la nuit précédant le Grand Prix de Saint-Marin, Schumi a perdu sa mère. Jean Todt le souligna lors de la conférence d'après-course, étant champion que l'aîné des frères Schumacher s'est conduit au cours de ce dimanche pascal endeuillé, exprimant des qualités humaines à la hauteur de son talent de pilote. He shows what he is as a man, and it's maybe the most important today. À peine revenus de Cologne, les frères Schumacher se sont élancés côte à côte, la mort dans l'âme, sur la première ligne du circuit d'Imola. Mais dès l'extinction des feux, la compétition a repris le dessus et Ralph, dès le premier virage, a surpris Michael, pourtant parti en pôle. Le frère cadet des Schumacher a alors dominé le début du Grand Prix, gardant la tête du premier au 15e tour. Tout s'est ensuite joué au stand, le chassé-croisé entre la Ferrari de Michael et la Williams de Ralph, profitant au quintuple champion du monde. Derrière son coéquipier Rubens Barrichello a lui été le grand perdant de ses pit-stops, perdant énormément de temps. Rétrogradé à la 4e place, le Brésilien a ensuite profité de la puissance de sa F2002 pour surprendre Ralph et remonter sur le podium. Résultat, Ferrari signe son grand retour en plaçant ses 2 voitures parmi les 3 premières. Seul Räikkönen s'intercalant entre les 2 coéquipiers. Une belle revanche pour toute une équipe, un bel hommage aussi de la part de Schumi. Au classement de ce Grand Prix de Saint-Marin, Michael Schumacher devance donc Kimi Räikkönen et Rubens Barrichello. Ralf Schumacher est 4e. 5e place pour David Coulthard, juste devant Fernando Alonso et sa Renault. Au championnat du monde, l'Allemand reprend d'ailleurs la 3e place au jeune Espagnol. Le classement est toujours dominé par Kimi Räikkönen devant son coéquipier David Coulthard. Enfin, le classement des constructeurs, McLaren marque 12 nouveaux points contre 16 à Ferrari. La Scuderia revient ainsi à 19 longueurs des flèches d'argent. Renault reste sur le podium alors que Williams semble revenir en force. Ferrero Rocher d'Or, l'Espagnol s'est imposé pour la 2e fois consécutive à Monte-Carlo, une performance inédite depuis 7 ans et le doublé de l'Autrichien Thomas Muster. Dimanche sur le central monégasque, le roi Juan Carlos a surclassé l'Argentin Guillermo Correa. Ferrero n'a même pas laissé le temps au tombeur de Moya d'espérer rééditer pareil exploit en finale. L'Espagnol a remporté le premier set 6-2. Et c'est sur ce même score que le Valencien a conclu son match en un peu plus d'1 heure. Obnubilé par Roland Garros, le finaliste 2002 des internationaux de France a fait le plein de confiance avant de prendre sa revanche dans quelques semaines.
L'Amstel Gold Race pour Alexandre Vinokourov. Le Kazakh des Deutsche Telekom a remporté dimanche la 4e épreuve de la Coupe du Monde entre Maastricht et Valkenburg aux Pays-Bas. Une surprise au vu des grands noms au départ de cette classique. Ainsi, on attendait plus de Michael Bogert, Lance Armstrong ou Francesco Casagrande. Mais l'attaque de Vinokourov à 5 km de l'arrivée s'est avérée décisive. Bogert et Armstrong se trouvant piégés dans le peloton. Et malgré une dernière ascension du Kauberg laborieuse, Vinokourov a finalement résisté au retour de Bogert et Di Luca. Il franchit la ligne d'arrivée quelques mètres seulement devant le Hollandais et l'Italien. Le Kazakh réussit ainsi le doublé Paris-Nice Gold Race qui n'était plus arrivé depuis 1999 et un certain Michael Bogert. Au classement de la Coupe du Monde, Peter Van Petegem conserve son maillot blanc de leader, une semaine avant la classique des classiques Liège-Bastogne-Liège. En Espagne se terminait le Tour d'Aragon et pour la 3e fois en 4 ans, Leonardo Piepoli, l'Italien des Ibanesto.com, s'est imposé. Natif de la Chaux-de-Fonds en Suisse, Piepoli est un spécialiste des Vuelta espagnoles, avec des succès au Tour des Asturies 2002, celui de Burgos en 2000 et celui de Castille en 99. Il portait le maillot jaune depuis la première étape, la seule de montagne. Alessandro Petacchi face à Bortolo a lui remporté la dernière étape, sa 3e de la semaine. Un Suédois succède à un autre à l'Open d'Algarve. Fredrik Jakobsson inscrit son nom au palmarès du tournoi portugais un an après son compatriote Karl Peterson. Jakobsson décroche ainsi sa 2e victoire de la saison après son succès fin novembre à Hong Kong. La belle histoire du Scandinave ne s'arrête pas là. Il effectuait dans le Val des Lobos son retour à la compétition après une blessure au poignet qu'il avait tenu 10 semaines loin des greens. Jakobsson s'est imposé grâce à une carte de 283, soit un coup de mieux qu'un trio de Britanniques, composé de Dredge, Davis et Donaldson. Et dire qu'au 2e tour, il avait rendu une carte de seulement 76. Economia vous est présenté par Europage, l'annuaire européen des affaires. À présent, l'évolution des marchés internationaux. D'abord, l'évolution boursière des 7 derniers jours. Maintenant, les derniers taux de change. Pour finir, les prix des principales matières premières. Economia vous a été présenté par Europage, l'annuaire européen des affaires. Un grand chelem en Angleterre. Un grand chelem en France. Un grand chelem en Australie. Un autre grand chelem vous est présenté par Kia. Et voici le rappel des principaux titres de l'actualité. De nouveaux foyers d'infection au Canada, les autorités sont pessimistes, l'épidémie de pneumopathie atypique semble incontrôlable.
La présence des troupes américaines en Irak en question, Ahmed Chalabi souhaite qu'elle reste encore 2 ans. Jay Garner, l'administrateur provisoire du pays, est attendu aujourd'hui à Bagdad. Et puis élection présidentielle au Nigeria, le président sortant, Obasanjo, est en passe d'être réélu. Tout de suite, un coup d'œil à vos journaux européens. La pneumopathie atypique pourrait bien devenir le Tchernobyl chinois, annonce le Times. Le quotidien britannique justifie cette comparaison par le retard de la prise en considération du phénomène par Pékin, sa minimisation, le culte du secret et ses conséquences pour le monde entier. Les similitudes sont nombreuses. Le Portugal n'est pas malade de la pneumonie atypique, mais plutôt de ses valeurs, explique l'éditorial du Diario de Noticias. Divorce en hausse, alcool, drogue, antidépresseurs. Ainsi, la moitié des mariages célébrés l'année dernière au Portugal se sont terminés en divorce. Cette crise est telle qu'une campagne contre le pessimisme et le désespoir démarre aujourd'hui au Portugal. À un mois des élections municipales en Espagne, le parti nationaliste basque fait monter la pression et le président du PNV, Javier Arsaluz, n'y va pas par 4 chemins en annonçant que les Basques sont presque en guerre contre Madrid. Une radicalisation du discours des nationalistes à la une de tous les journaux espagnols, dont El País. L'Union européenne devient généreuse, titre le quotidien russe Izvestia. Dès le 1er juillet prochain, l'Italie prend la présidence tournante de l'Union et Silvio Berlusconi promet de beaux cadeaux. Dans le cadre d'un rapprochement durable entre la Russie et l'Europe, le chef du Conseil italien travaillerait sur la suppression des visas pour tous les citoyens russes en visite en Europe. Et puis nouvelle polémique en France autour du port du foulard islamique à l'école. Sarkozy met les pieds dans le voile, titre Libération, qui revient sur les sifflets qui ont suivi les déclarations du ministre français de l'Intérieur sur l'obligation de chaque Française de figurer tête nue sur les photographies officielles. Le quotidien français appelle à redonner un contenu législatif à cette laïcité. Et c'est tout pour la revue de presse. Bon lundi à tous. Ce que les dirigeants d'entreprise aiment le plus au monde, c'est que tout soit synchronisé. Dès que les commandes arrivent, les produits sortent. Dès que les produits sortent, les matières premières rentrent. Ils aiment les systèmes de distribution sur lesquels ils peuvent régler leur monde. Car une chaîne d'approvisionnement synchronisée laisse du temps pour réfléchir au développement de l'entreprise à l'heure du déjeuner. UPS, le monde des affaires synchronisées. La science dans les pays candidats à l'adhésion. La Commission européenne a publié début avril une étude sur le sujet. Quelles en sont les principales conclusions ? Cette enquête Eurobaromètre menée en novembre 2002 dans les 13 pays candidats à l'adhésion montre une réelle fracture scientifique. 56% des personnes interrogées ne s'intéressent en effet ni à la science ni à la technologie et 2/3 d'entre elles se déclarent mal informées. En clair, alors que 45% des citoyens des États membres expriment un intérêt pour la science, ils ne sont que 35% dans les pays candidats. Parmi les plus férus de science, on retrouve notamment les Chypriotes, suivis des Hongrois, des Maltais et des Slovènes. Les Bulgares et les Turcs ferment la marche, les Roumains, eux, se situent exactement dans la moyenne. Par ailleurs, l'analyse démographique montre que les femmes s'intéressent nettement moins aux questions scientifiques que les hommes. De même, à peine 26% des seniors se sentent concernés contre 44% pour les plus jeunes. Quoi qu'il en soit, la science demeure investie d'une valeur très positive dans l'ensemble des pays candidats. Plus de 8 citoyens sur 10 estiment que la science et la technologie rendent leur vie plus saine, plus facile et plus confortable. Selon eux, il n'y a pas de mauvaise découverte, seule l'application qui peut en être faite est sujette à caution. Par ailleurs, la désaffection des jeunes pour les études scientifiques paraît principalement liée au marché du travail dans les pays candidats. Pour la plupart des personnes interrogées, les maigres perspectives de carrière et les salaires peu attractifs décourageraient les vocations. Enfin, l'enquête révèle un plébiscite pour la recherche européenne jugée plus efficace. D'est en ouest, les Européens estiment qu'une coopération plus étroite entre les chercheurs des différents pays renforcerait la position de l'Europe sur la scène scientifique internationale. À ce titre,
L'élargissement à venir de l'Union devrait y contribuer. Reste maintenant à mobiliser les financements nécessaires à une véritable Europe de la science. Pour toute autre réponse sur l'Europe, appelez gratuitement ce numéro ou bien rendez-vous sur le site d'Europe Direct. Au Sahel, le désert gagne toujours du terrain. Alors chaque jour, SOS Sahel se bat aux côtés d'hommes, de femmes et d'enfants pour faire revenir la vie dans les villages. Donnons au pays du Sahel les moyens de continuer. SOS Sahel, chaque don est un pas de gagner sur le désert. Euronews, le meilleur du sport européen et mondial. Tous les jours, un résumé complet de l'actualité sportive. Suivez les résultats et les meilleures actions, les coulisses, les secrets des champions. Euronews, l'actualité plus haut, plus vite, plus sport.